Bonjour, Dimanche en politique va commencer dans un instant dans votre région. Et puis je vous retrouve à 12h10 avec mon invité Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Les socialistes seront dans les manifestations contre la réforme des retraites le 5 décembre. Le PS qui joue son avenir aussi lors des prochaines élections municipales, notamment dans les grandes villes, ces places fortes traditionnelles. La gauche peut-elle se rassembler? Olivier Faure promet aussi un grand discours sur la laïcité, une question qui a divisé ces dernières semaines. Et d'abord, notre débat en région. Les élus de plusieurs communes françaises s'inquiètent de la recrudescence des incivilités et des violences urbaines. Comment comprendre et endiguer ce phénomène dans notre région? On en débat ce matin en direct. On se retrouve dans 2 minutes avec mes invités. Restez avec nous. Cette semaine, je vous emmène à Nevers et ses environs. La Loire et l'Allier, c'est une destination de choix pour les oiseaux migrateurs. Nous les observerons. Depuis 32 ans se tient à Nevers un festival de jazz. Impossible pour moi de passer à côté. Nous irons y faire un tour. Et puis, vous me connaissez, hein, il faut que ça bouge. Alors, escale sportive, est-ce que vous connaissez le padel? Non, pas le paddle, le padel. C'est un sport de raquette venu du Mexique. Eh bien, je vous montrerai comment y jouer. Allez, vous restez, hein, c'est aujourd'hui à 12h55, un nouveau C'est là sur France 3 Bourgogne-Franche-Comté. C'est une chanson pour l'automne. Chers Français, merci d'avoir râlé au sujet des soupes toutes prêtes. Ah, c'est tellement salé, on pourrait déneiger avec, disons. Et merci d'avoir râlé sur leur composition. E621. C'est quoi ça comme légumes? Grâce à vous, les soupes Liebig changent et sont désormais préparées avec 100% d'ingrédients naturels. Merci d'avoir fait grandir nos soupes. Liebig. On vous a toujours dit que les légumes, ça fait grandir, que ça fait un joli teint, que ça rend aimable. Ça rend aimable. Mais ce qu'on ne vous a jamais dit, c'est que chez Dossi, les légumes, ça peut rendre fier. Fier parce qu'ils sont issus d'un modèle coopératif dans lequel chacun a son mot à dire. Alors venez découvrir notre modèle et participe au choix de la coopérative sur dossicesvossi.fr. Un chat stérilisé peut être moins actif. Mais grâce à Ultima Stérilisé, vous l'aiderez à contrôler son poids et son agilité. Ultima, marque experte en chat stérilisé d'Affinity. Aux couleurs de l'été indien. Ben oui, on a décidé de se marier parce qu'elle attendait un enfant. Mais malheureusement, à ce moment-là, il n'y a déjà plus beaucoup d'amour pour elle, alors. J'ai compris qu'ils avaient fait au mieux qu'ils avaient pu. Et à partir de ce moment-là, je me suis mise à les aimer. On vient tous de Morteau, dans le Doubs, à côté de la Suisse. Depuis longtemps, depuis toujours en fait. Ce qui est important, c'est de bien remplir sa vie. Une famille française, lundi à 23h, dans votre région. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Chaque jour, dans nos communes, nous constatons la dégradation rapide du vivre ensemble au profit d'une tension sociale. Dans un texte adressé au chef de l'État et au gouvernement, publié dimanche dernier dans le JDD, une 50aine de maires appellent à lutter contre les incivilités. Une tribune signée par des élus de toute sensibilité, l'agglomération dijonnaise, mais aussi d'autres communes de notre région, font face depuis plusieurs mois à des phénomènes de violence urbaine et des dégradations. Alors comment endiguer ces violences et ces incivilités? Les communes sont-elles laissées seules face à ces phénomènes? Comment forces de l'ordre et habitants agissent et réagissent? Le gouvernement va-t-il mettre des moyens supplémentaires? On en débat en direct ce matin sur France 3 Bourgogne avec nos invités. Thierry Falconet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire PS de Chenôve, en Côte-d'Or, l'une des communes concernées par ces violences. Vous êtes à l'origine de cette tribune dont je parlais et vous avez rencontré Christophe Castaner et Emmanuel Macron cette semaine. Salia Boudiaf, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association DFO Média 21, basée à Fontaine-Douche, près de Dijon. Vous porterez ici la voix des habitants des quartiers, tout comme Abdelali Raski, président de l'association Soleil d'Or à Chenôve. Merci à tous les deux d'être avec nous. Fadila Katabi, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de Côte-d'Or. Vous nous direz comment la majorité et le gouvernement voient ces problèmes et entend trouver des solutions. Stéphane Ragonneau, bonjour.
Vous êtes le secrétaire régional du syndicat Alliance Police Nationale et vous nous direz comment vos collègues font face quasi quotidiennement à ces difficultés. Vous qui nous regardez, vous pouvez bien sûr commenter cette émission en direct avec le hashtag #DimpolBourgogne sur les réseaux sociaux. Alors on va être très clair et aussi très synthétique, Thierry Falconet. Dans nos communes de l'agglomération dijonnaise, qu'est-ce qui se passe exactement aujourd'hui? Quand on parle de violences urbaines, d'incivilité, de dégradation, c'est quoi le problème? On parle d'équipements publics vandalisés, on parle de véhicules incendiés, on parle de véhicules de police et de sapeurs-pompiers attaqués par des jets de projectiles. Des trames caillassées. Des trames caillassées. On parle aussi de violences verbales et de violences physiques contre des personnes dépositaires de l'autorité publique, contre les policiers, contre les sapeurs-pompiers, contre les élus, et puis d'un sentiment que les choses s'installent et puis que les délinquants peuvent en toute impunité pratiquer ce genre d'agissement. C'est un phénomène qui existe depuis toujours, qui s'est révélé il y a quelques mois. Comment vous diriez les choses? Alors c'est un phénomène qui a toujours existé, mais avec une acuité et surtout une durée jamais connue jusqu'alors. Et ça n'est pas propre, je tiens à le signaler, ça n'est pas propre à la ville de Chenôve, dans tous les quartiers de la métropole dijonnaise, mais aussi dans d'autres villes. Je pense par exemple à Chanteloup-les-Vignes, qui a fait la une de l'actualité il y a quelques jours. Stéphane Ragonneau, les forces de l'ordre sont confrontées à quelles difficultés dans ces quartiers, dans ces communes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous observez? Une recrudescence de violence, claire et nette, une recrudescence de violence envers nos collègues, envers nos concitoyens également, et puis également une certaine forme d'impunité, mais vraiment... là, ça revient, Thierry Falconet le disait, là. Tout à fait. Une impunité... Pourquoi Parce que vous devez bien, à un moment donné, interpeller des gens. Est-ce que c'est parce que ce sont, par exemple, des personnes mineures, on va être très concret, et que donc, ils bénéficient d'une législation qui est particulière, et que ces personnes sont remises en liberté très rapidement quand Effectivement, vous les oui. Il y a l'ordonnance 45 qui permet, normalement de traiter judiciairement les mineurs. Là, actuellement, des mineurs de moins de 15 ans, leur responsabilité pénale est amoindrie. Oui. Et donc, vous êtes confronté essentiellement à des mineurs ou pas forcément? Essentiellement à des mineurs sur certains endroits. On s'aperçoit même que c'est une certaine forme de jeu qui s'installe au sein des quartiers. Le jeu policiers voleurs comme on avait auparavant quand on était jeune. Dans les cours d'école. Dans les cours d'école, voilà. Mais là, sauf que là, c'est la réalité des gens. C'est la cour de la République. Voilà. Et c'est la vie des habitants. Salia Boudiaf, peut-être un mot sur votre association qui est basée à Fontaine-Douche avant de vous entendre sur ces problèmes de certaines communes de l'agglomération dijonnaise. Votre objectif, c'est? Alors, notre objectif premier, c'est vraiment l'échange, le lien social et le vivre ensemble. Le fameux vivre ensemble que Thierry Falconet dit voir disparaître avec ses amis maires dans une tribune la semaine dernière. Tout à fait, oui. C'est vraiment ça qu'on prône en premier lieu. Abdelali Raski, votre association, Soleil d'Or? Oui, alors Soleil d'Or, c'est une association qui est apolitique et laïque. Il est important pour moi de le préciser. C'est une association promouvoir la culture, participer à des actions humanitaires et solidaires et s'impliquer dans la vie citoyenne. Si je suis ici aujourd'hui, et puis je vous remercie pour l'invitation, c'est que je suis autant que citoyen de cette belle ville de Chenôve, un citoyen français. Je ne représente aucune communauté, ni religieuse, ni politique. Voilà, donc je suis un citoyen... Je suis un citoyen engagé dans cette ville de Chenôve et j'aurais souhaité que je serais invité pour vous parler de Chenôve la Belle. Mais oui, Chenôve avec vous allez nous en parler, parce que c'est important. Voilà, c'est très important pour moi. Mais dites-nous comment les habitants, tous les deux, Je termine sur je suis vraiment... Ça me tient vraiment à cœur. J'aurais vraiment parlé de Chenôve la Belle. Chenôve, son vignoble, son village, ses quartiers populaires et ses quartiers pavillonnaires. Parler de cette ville qui a des équipements pour 30 000 habitants alors que nous ne sommes que 14 000. Donc voilà, tout ça, ça me tient à cœur et j'aurais souhaité, j'espère qu'on aura d'autres émissions comme vous pour qu'on parle de cette très belle ville. Et sachez bien qu'on a bien conscience qu'il n'y a pas que des problèmes dans les communes dont nous parlons, puisqu'il n'y a pas que Chenôve qui est concerné par ces difficultés. Dites-nous, Abdelali Raski, comment les habitants de ces communes vivent ces violences urbaines, ces dégradations? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Je vous mentirais en vous disant que tout va bien, Madame la Marquise, comme on dit. C'est une situation qui est délicate pour les habitants. On est dans l'inquiétude, je dirais même on est dans la peur,
Parce que les violences, on sait quand est-ce que ça commence, où ça commence, mais on ne sait jamais quand ça se termine et comment ça se termine. Et ça, c'est problématique pour les habitants. Tout le monde peut en être victime à un moment donné, et du coup, on a peur. Bien sûr, nous, quand on c'est les uns les autres. On a peur parce que incendier une voiture, mais on a toujours peur que cet incendie peut toucher un immeuble. Et, que ça peut être votre voiture, et demain matin, pour aller au travail. On a peur aussi que des habitants qui sont excédés puissent se former en milice. Ça, on a entendu dans la ville, et qu'il y ait des morts. Et ça, nous, voilà. Donc il y a une peur qui est palpable. Salia Boudiaf, c'est la même question. Les habitants que vous représentez aussi à travers vos associations, ils vivent ça comment, et qu'est-ce qu'ils en disent finalement? Ils vivent ça dans la peur, forcément. Ils se posent aussi plein de questions en disant qu'est-ce qui a fait qu'on en soit arrivé là aussi. Ça aussi, c'est une question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui. Mais moi, je vais vous la poser très directement. Il y a quelques instants, j'entends dire qu'il s'agit de mineurs. Les habitants sont aussi des parents responsables à un moment donné. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On peut le leur dire sans que ça soit grave. Bien sûr, faut pas. C'est notre responsabilité. Moi, je suis en tant que parent, je suis là aussi. Donc moi, j'ai mes enfants. Je suis derrière eux. À aucun moment, je les laisserai à une certaine heure de la nuit être dehors. Donc on a tous une certaine forme de responsabilité. Maintenant, il faut que chacun se l'approprie, cette responsabilité, que ce soit l'État, que ce soit les parents. On est tous responsables d'un moment ou à un autre. Après, il y a des choses... Aujourd'hui, le quartier, ce n'est pas forcément les problèmes, c'est aussi un symptôme. Faut savoir que c'est quelque chose qui doit nous alerter en nous disant il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais est-ce qu'on arrive à identifier ce quelque chose? Justement, on doit tous se poser cette question-là. Voilà, bon, moi j'en profite parce Allez, qu'il y a des politiques. Dites-le. Donc il arrive un moment où, moi j'en suis sûr qu'on a loupé un virage. Et ce virage qu'on a loupé, là on va vraiment, si on reste sur cette voie, on va se cracher, comme disent les gens, on va droit au mur. Donc il est important pour les citoyens que nous sommes, que nous mettions tous en question, que ce soit le politique, tous ensemble. Parce que c'est pas... et puis, je suis désolé de dire à Madame la députée que, vous savez, la politique de la rustine, il y en a assez. Donc il faut presque un plan Marshall pour tous les problèmes, d'une manière globale, que ce soit la police, la justice, vous n'êtes pas le premier à demander un plan Marshall pour les banlieues. Non, mais je veux dire, alors justement, justement, c'est là où je ne suis pas d'accord qu'il y ait un problème, les banlieues. Non, c'est tous nos concitoyens, tout le territoire. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Parce que ça ne s'arrête pas à la frontière d'une commune. Tout à fait. C'est pas à vous que je vais apprendre qu'on a construit des universités à l'extérieur des villes, même des usines, parce qu'on avait peur des problématiques. Mais maintenant, c'est au cœur des villes. Donc il faut qu'il y ait des solutions, je veux dire, globales. Pas une solution spécifique pour tel ou tel... Alors, Fadila Khattabi, on va venir dans un instant aux moyens des forces de l'ordre, parce qu'il en faut certainement, mais on voit bien que le début du problème, c'est pas forcément un problème de manque de forces de l'ordre, on va y venir, promis. Mais il y a autre chose. Monsieur dit, on a raté un virage. Probablement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est surtout dû à des politiques qui ont été menées il y a 40 ans, 50 ans. Je veux dire, dans les années 60, 70, on a fait venir une main-d'œuvre parce qu'il y avait de l'essor, il y avait du développement économique, etc. Qu'on a mis dans des quartiers qui sont devenus... Et on a effectivement, en matière de développement sur le plan de l'urbanisme, fait des grandes tours et quelque part, on a parqué les gens. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Oui, mais dans les années 60-70, on a fait venir effectivement des populations parce qu'on était dans les 30 glorieuses. Premier choc pétrolier dans les années 70 et deuxième choc pétrolier. Et dans les années 80, effectivement, chômage de masse, les grosses difficultés. C'est aussi une concentration aussi de la misère dans ces quartiers. On est tout à fait conscient. Il faut ramener effectivement du développement économique, de l'emploi, de la formation et de la mixité sociale. D'ailleurs, c'est ce qui se passe plutôt sur la métropole dijonnaise. Mais est-ce que c'est pas un chantier qui aurait dû, évidemment, sans doute être commencé bien plus tôt, mais surtout qui paraît comme ça c'est colossal. Mais c'est ce que le gouvernement est tout à fait conscient, et je voudrais répondre à monsieur, est tout à fait conscient effectivement qu'il faut agir vite et fort, mais à tous les niveaux. Au niveau, bien sûr, augmenter, mais ce n'est pas qu'une question de moyens, au niveau des forces de l'ordre, à qui je tiens à rendre hommage. J'ai passé aussi, d'ailleurs, une nuit à patrouiller avec eux, avec Didier Martin, la nuit de vendredi à samedi dans la métropole,
pour voir effectivement quelles étaient les conditions de travail. Et ils nous ont interpellés en disant il faut aussi des moyens, mais aussi à tous les niveaux. Au niveau l'école, non ? L'école, d'ailleurs, je vais interpeller moi Monsieur le maire, puisque Monsieur le maire a bénéficié du doublement des classes, de CP, de CE1. Il faut que l'école de la République soit un véritable ascenseur social. Il bénéficie aussi, il a répondu à l'appel à projet du gouvernement, les cités éducatives, qui demain vont accompagner les enfants dans les activités extrascolaires. Demain aussi, on va déployer, on est en pleine session budgétaire, les emplois francs, et j'espère pouvoir travailler avec les élus, les maires, les forces économiques aussi du territoire pour les emplois francs. Oui. Le contrat de génération n'a pas marché, et j'espère que les emplois francs qu'on va déployer sur tout le territoire... Les emplois sans charge, on explique voilà, ce que c'est. 5 000 euros par an sur 3 ans pour un CDI qui est signé à un jeune. Ça aussi, c'est très important. Dans les cités, Que bien les sûr... jeunes puissent vivre aussi dans d'être l'endroit où ils autonomes. habitent, Les jeunes, pas loin quand de je l'endroit suis où ils habitent. Non, il faut aussi un peu dégothéiser les choses, qu'ils en sortent. Je pense que voilà, c'est donner une chance républicaine à tous et à toutes, et permettre à ces jeunes effectivement de s'en sortir. Moi, quand ils m'interpellent, les jeunes, ils demandent quoi ? Un logement, de la formation, de l'emploi, un travail. Il y a plein de talents dans ces quartiers qui ne demandent qu'à s'exprimer. Alors bien sûr, il faut que l'ordre républicain revienne. Il faut, et c'est ce que nous sommes en train de faire, parce que nous payons les conséquences aussi d'une politique qui a été menée il y a une dizaine d'années, c'est-à-dire suppression de la police de proximité, suppression des RG. La RGPP a fait qu'il y a une diminution aussi du nombre de fonctionnaires de police. Aujourd'hui, via le dispositif, et vous m'avez interpellé, et je vous réponds, monsieur le maire, sur le dispositif la reconquête, les quartiers reconquête républicaine. Oui. Aujourd'hui, 47 territoires en bénéficient. 13 vont en bénéficier en 2020, et j'espère effectivement que Chenôve, évidemment, on espère le calme, voilà, sera retenu dans le dispositif. Finalement, il y a plein de choses qui sont mises en place, mais ce que je disais, on a l'impression que c'est tellement colossal comme chantier que ça paraît difficile à réaliser. Je ne veux pas être pessimiste, mais... Moi, je voudrais revenir sur ce que disait M. Raski, parce que c'est important de le signaler. Je fais partie d'une association qui s'appelle Ville et Banlieue, qui réunit les maires des communes de la même configuration que Chenôve. Nous avons des politiques publiques en matière d'éducation, en matière de sport, en matière de culture, en matière de développement durable, qui sont exemplaires. Voilà. Les collectivités, d'ailleurs avec l'aide de l'État, font leur travail. Le renouvellement urbain, des millions d'euros, d'ailleurs, ça nous a été d'ailleurs reproché. Des millions d'euros ont été investis pour Chenôve et dans l'avenir, encore des millions d'euros. Et ça n'a pas suffi. 6 milliards. Je voulais simplement dire qu'aujourd'hui, et c'est le sens de l'appel des maires, aujourd'hui, toutes ces politiques publiques n'ont pas marché. Non, c'est pas ça. C'est que toutes ces politiques publiques ne peuvent être menées que si la condition du maintien de la tranquillité publique et de la sécurité des habitants peut être assurée. Or, pour le volet tranquillité, les maires font leur travail. Je crois savoir qu'il y a un projet, ça nous a été dit au Congrès des maires, un projet pour donner encore plus de pouvoir aux maires sur ces questions. Mais est-ce que ça ne va pas se traduire par un transfert de charges nouveau ? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne va pas nous demander, à nous les maires, alors que nous n'en avons pas, les compétences de faire de la sécurité publique et de l'ordre public. Moi, je suis très inquiet sur cette évolution, parce que qui dit transfert de charge dit transfert de compétences, mais aussi transfert de dépenses. Abdelali Raski et Salia Boudiaf, sur ce que dit Thierry Falconet et ce que vient de dire aussi la députée Fadila Khattabi, par quoi on commence ? Il faut d'abord rétablir l'ordre. Vous êtes d'accord avec ça ? Bien entendu, bien entendu. Vous savez, quand on est en paix, quand on peut, dans la tranquillité, on peut faire des choses. Effectivement, si on a la peur, si on a peur de faire des choses, bien entendu, Et derrière, votre première priorité, une fois qu'on rétablit l'ordre, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, moi, c'est ce que j'ai dit, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est pas la politique de rustine, c'est pas la politique de l'urgence, parce qu'à force de travailler que sur l'urgence, on oublie l'essentiel. Pour moi, je reste là-dessus, il faut qu'il y ait un plan global, tout, que ce soit l'éducation, la police, la justice, faisons, monsieur Rassi, tout. Voilà, c'est ça. C'est donc, ce que nous faisons. Voilà, donc il faut que ça à soit tous les niveaux, le dédoublement des classes, je veux dire, D'accord. personne, quand ça a été mis en place, et j'étais avec monsieur le maire, puisque j'ai assuré la rentrée 2018 avec vous, j'ai pu échanger à la fois avec l'équipe pédagogique
et les parents d'élèves. Et tout le monde nous disait, vous allez vous casser la figure, vous n'allez pas pouvoir le faire. On l'a fait et aujourd'hui, ça donne de très bons résultats. Avec le soutien de la collectivité. Bien sûr, mais c'est une... Bien sûr. Je voudrais revenir justement sur le rôle de l'éducation nationale. Très important. Aujourd'hui, on l'a vu ce qui s'est passé dernièrement, on voudrait interdire l'accès des mamans à l'école. Déjà, on commence par ça, déjà. On crée déjà une distance. Bref, l'état actuel fait que on veut interdire l'accès aux parents d'élèves au sein même de l'école. Non, madame, alors, je crois que le travail commence déjà par là, déjà. On doit laisser les parents s'intéresser, s'investir pour que l'élève se sente rassuré, les parents se sentent investis aussi, déjà d'une part. Et à partir de là, effectivement, en tant que parents, on est tous responsables de nos enfants jusqu'à leur majorité, voire tant qu'ils vivront sur notre toit. Fadila Khattabi, répondez sur l'école et après. Sur l'école, non, tout à fait. Je partage de toute façon votre point de vue. Il y a eu un amendement des Républicains dans le cadre de l'école pour la confiance, et qui a été rejeté par notre groupe. Je me suis déjà exprimée là-dessus. Il n'est pas question d'exclure effectivement les mamans qui, pour les enfants d'ailleurs, c'est important, et qui participent et contribuent effectivement à la scolarité des enfants et puis aux activités également périscolaires. Nous sommes très citoyens. Moi, je suis atterré par ce débat. Est-ce que la France a besoin de ce débat? Et même vous, les journalistes, parce que il y en a qui s'en fait leur chou gras de ce phénomène, alors que c'est un film, c'est quelque chose de minime. Je veux dire, il y a d'autres problématiques. Il y a d'autres problèmes. C'est pour ça qu'on parle des autres aujourd'hui. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Le pêcheur peut parler de ça, et puis même monopoliser des moyens colossaux, je veux dire, au niveau de l'Assemblée nationale, tout ça pour un épiphénomène. Moi, ça n'émane pas du tout du groupe, je tiens à le dire, ça n'émane pas du tout du groupe La République En Marche. C'est une proposition du groupe La Voilà, République. c'est une proposition des jeunes qui, aujourd'hui, agissent malheureusement comme ça. Il faut chercher plus loin, savoir pourquoi. Où est le mal-être? Oui, c'est ça, il faut chercher, savoir et pourquoi. Et vous avez une réponse là-dessus? Vous imaginez des choses? Il y a une certaine forme de discrimination. Ces jeunes subissent énormément de discrimination face à l'emploi, face au logement, face au travail, face à leur vie du quotidien. Et du coup, je Madame, pense en France, il y a des tas de gens qui vivent des discriminations et qui ont des problèmes pour trouver du travail. Il ne faut pas non plus. Ils ne vont pas pour autant caillasser des tramways. Vous voyez ce que je veux dire? Je cherche à comprendre. C'est pas un jugement. Thierry Falconet. Il ne faut pas non plus se victimiser. Non, mais oui, parce que sinon on rentre dans un engrenage dont on ne sort plus. Le problème est plus profond. Thierry Falconet, puis on va venir sur la sécurité, voir comment on rétablit l'ordre. Je pense aussi que, et je pense que M. Ragonneau en dira un mot, nos quartiers sont aussi minés par le trafic de stupéfiants. Et par les revenus que génère le trafic de stupéfiants. Économie parallèle. Économie parallèle qui s'est installée dans nos quartiers et qui mine le pacte républicain. Comment expliquer à un jeune qui touche entre 50 et 100 euros pour faire du guet en bas d'une tour, par jour? Vous faites le calcul, ce que ça peut rapporter par mois. Comment expliquer à un jeune qu'il faut qu'il fasse des études, qu'il faut qu'il travaille, qu'il fasse des efforts pour obtenir le SMIC, peut-être le SMIC un jour. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ces problématiques. Et moi, ce que je voudrais, à travers notre action commune, les habitants, les parlementaires, le gouvernement, c'est que nous rétablissions une forme d'exemplarité républicaine. C'est-à-dire que les jeunes de nos quartiers, qui effectivement peuvent avoir le sentiment d'être discriminés sur le plan territorial, sur le plan de leur origine, sur le plan de leur origine sociale, et bien que ces jeunes reprennent confiance dans la République et dans le modèle républicain qui est celui de faire des études, de réussir à l'école, d'avoir un emploi, d'avoir une famille, de s'installer, tout simplement de vivre normalement. Stéphane Ragonneau, le trafic de stupéfiants, pour vous, c'est un problème ? Oui. Alors moi, je voudrais dire que moi, je suis un enfant de ces quartiers. Et moi, jusque dans les années 80, j'y ai vécu heureux. On était heureux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des services publics. Et aujourd'hui, c'est ça, il n'y a plus de services publics. En termes d'éducation, en termes de police. Vous savez, auparavant, il y avait des petits postes de police qui ont tous disparu. Fadila Khattabi disait, on a supprimé la police de proximité. Pour vous, c'est un tort ? Avant de supprimer, oui, c'est un tort. Dans le sens, parce qu'il n'y a plus de policiers. Il y avait une présence. Voilà. Il y avait une présence accrue à Chenôve, constamment à Chenôve, à la Fontaine-Douche, à Talent, à Fontaine-et-Dijon. Tout ça, ça a disparu. Pourquoi ? Parce qu'on a enlevé les policiers.
On les a enlevés du terrain et aujourd'hui, ils ne font que l'urgence. Et là, je vous rejoins. Quand on fait que de l'urgence, au bout d'un moment, ça ne colle plus. Alors nous, ça se traduit par la souffrance au travail. En fait. Oui, bien sûr. On a enlevé les policiers, mais on a enlevé d'autres services publics. Vous le ressentez comme ça? Ah bah oui. Forcément, les gens sont un peu plus livrés à eux-mêmes, ne serait-ce que pour un papier administratif. On leur dit d'aller sur Internet. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il n'y a plus de relations humaines. Il n'y a plus de relations humaines. On a tout déshumanisé. Les gens ne sont plus écoutés. En fait, ils sont face à une machine. Qu'est-ce que vous voulez qu'on crée du lien à travers ça? La seule présence publique, souvent, la seule présence publique, c'est la mairie, c'est la collectivité locale qui essaye de pallier ce sentiment. Et dans l'urgence, ce sont les policiers et les pompiers. Tout à fait. Oui. Qui sont en première ligne et qui d'ailleurs sont pris à partie, effectivement. Stéphane Ragonneau, comment on fait? Alors j'ai bien compris qu'il y a la question du trafic de stupéfiants. C'est un peu sournois, et puis c'est difficile à évaluer, oui. Et puis il y a donc ces violences. Aujourd'hui, vous êtes confronté à quelles difficultés et vous avez besoin de quoi pour résoudre ces problématiques? Bon, on l'a dit, en fait, on a besoin de policiers. On a besoin de policiers pour pouvoir intervenir en normalement, urgence, mais aussi au quotidien. Et au quotidien, voilà, être présent au quotidien, ça permettrait déjà à nos collègues spécialisés, par exemple pour le trafic de stupes, à travailler sereinement, pour le renseignement territorial également, et puis aussi avoir un lien avec la population. Aujourd'hui, on vient, on prend des cailloux, on répond, on essaye d'interpeller et on est obligé de repartir. Elle est où la discussion avec la population? Elle n'existe plus aujourd'hui. Alors, Fadila Khattabi, vous avez rencontré le cabinet de Christophe Castaner avec votre collègue Didier Martin. J'imagine que, comme l'a fait à plusieurs reprises Cyril Falconet ou encore François Rebsamen, vous avez demandé des moyens supplémentaires. Alors, concrètement, et sans aller... il nous reste 5 minutes d'émission, je vous le dis comme ça. Est-ce qu'on vous a promis des choses? Alors... on peut dire qu'on se réjouit d'ailleurs que le calme revienne d'une certaine façon. Là, il est en train de revenir. C'est toujours un peu fragile. Voilà, mais effectivement, c'est fragile. Mais de Stéphane Ragonneau. Voilà, je ne peux pas dire que le gouvernement ne fait rien dans la mesure où il est en train d'augmenter le nombre de fonctionnaires de police actuellement. Sauf que, et M. le maire le sait très bien, il faut du temps, c'est-à-dire il faut les recruter, les former avant qu'ils ne soient opérationnels. À ce jour, dès que ces jeunes fonctionnaires sont sortis de l'école, on part au plus urgent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cadre du dispositif Quartier Reconquête républicaine, 47 villes ont bénéficié du dispositif. C'est-à-dire qu'on augmente les effectifs de ces quartiers. Qu'est-ce que vous a dit le cabinet de Christophe Castaner? Aujourd'hui, en cas de difficulté, en cas d'urgence, effectivement, on nous a promis d'envoyer des effectifs supplémentaires immédiatement, dès qu'on les alerte, immédiatement. Et ils vont tout faire pour essayer de faire en sorte que Chenôve, enfin la métropole, puisse bénéficier de ce fameux dispositif. Falconet, vous avez aussi rencontré Christophe Castaner, vous avez failli croiser le président de la République, vous étiez avec lui à l'Élysée et de nombreux maires lors du Congrès des maires. Est-ce que Christophe Castaner vous dit la même chose? Ou est-ce qu'il y a deux discours selon qu'on est député de la République En Marche et maire de communes concernées? Je ne pense pas. Non, je vous laisse cette appréciation. Christophe Castaner a été un peu agacé par le fait que je lui remette l'appel des maires, et il m'a dit qu'il y avait des préfets pour ça. Voilà. Donc je trouve que là aussi, pour un maire qui subit, et une population qui subissent depuis 6 mois ces actes de violence, qui a alerté. On ne peut pas me reprocher de ne pas avoir alerté et le préfet, et le directeur départemental de la sécurité publique, et le procureur de la République. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir en tant que maire, avec mes compétences, pour endiguer ce phénomène. Quand on voit un tel mépris, moi je le dis, un tel mépris, j'ai vraiment été renvoyé au préfet, donc je rencontrerai à nouveau monsieur le préfet, et je ferai le point avec toutes les demandes que j'ai faites, QRR, quartier de reconquête républicaine, des moyens de sécurisation qui n'existent plus, et ça n'est pas propre à Dijon, ça n'est pas propre national. À la Côte d'Or, c'est national. Il n'y a plus, les préfets n'ont plus à leur disposition de forces de sécurité qu'ils peuvent mobiliser immédiatement. Monsieur le maire, un mot chacun, on a fini. J'ai rencontré également M. Castaner, on a parlé avec le préfet de Lyon, le préfet du Jura, on leur promet, mais il n'y a rien.
Donc alors, ça va venir ? Ça va venir. Moi, vraiment, il y a de gros efforts qui sont faits. Le gouvernement est vraiment conscient qu'il faut agir L'émission est en direct vite et enregistrée. et fort, vite et fort. Et puis, ne dites pas qu'il a été agacé. Enfin, avant de l'interpeller, vous faites un courrier, vous parlez d'incurie du gouvernement. Que font les donc députés ? il est agacé. Donc, Voilà. il essaie, parce qu'il travaille au quotidien pour les améliorer les habitants, choses. les habitants, on a fini l'émission, mais si vous aviez Christophe Castaner... Il m'a dit une phrase qui est terrible. Hein. Il m'a dit « Cela devient non-assistance à personne en danger ». C'est fort. C'est fort. Ça y est, Boudiaf, si vous aviez Christophe Castaner ou Emmanuel Macron en face de vous, vous lui demanderiez quoi, là, en 2 mots ? D'agir rapidement et de donner les moyens nécessaires à nos villes, à nos communes pour être en paix. Vous êtes en phase avec les députés. Voilà. Donc, Est-ce que Thierry Falconet, on peut dire que finalement Gérard Collomb, quand il a quitté le ministère de l'Intérieur, avait raison quand il disait on vit côte à côte, attention qu'on ne vive pas face à face ? Tout à fait. Oui. Alors moi, je vais terminer par une note positive. Je vais vous parler de Chenôve-la-Belle. Chenôve, c'est la ville la plus sportive de Bourgogne-Franche-Comté. C'est terre de jeux 2024 pour les Jeux Olympiques. C'est la ville du revenu minimum étudiant. Hier, nous avons planté la première forêt comestible de l'agglomération dijonnaise. C'est la cité éducative. C'est une politique dynamique pour les jeunes, pour les aînés. Je les rejoins tout à l'heure pour un repas, les personnes âgées de Chenôve. Et voilà, c'est vrai pour d'autres communes autour et d'autres communes de la région dont on parle. Et vous avez raison de le dire. Et d'ailleurs, sur notre antenne, dans nos journaux, on ne parle pas que de ce qui ne va pas. On parle aussi souvent de ce qui va bien. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir accepté de débattre en direct ce matin sur un sujet difficile et délicat. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Dans un instant, un point sur l'actualité régionale. Ça sera en compagnie de Maëva Damois. Puis la partie nationale de Dimanche en politique. Francis Letellier reçoit Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste. Bon dimanche à tous sur France 3.